Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de La peau de chagrin, en l'occurrence un extrait du chapitre 2 de La peau de chagrin, un roman de Balzac publié en 1831, dans lequel l'auteur met en scène Raphaël de Valentin, un jeune homme sur le point de se suicider, qui va faire l'acquisition, bien malgré lui, d'une peau de chagrin magique, un talisman capable de réaliser ses vœux les plus fous en échange de la diminution de sa vie. Afin de tester l'efficacité de ce talisman, Raphaël va faire immédiatement un vœu, celui de participer à un banquet orgiaque, vœu qui va se réaliser de manière tout à fait vraisemblable lorsque, sortant de chez l'antiquaire, il tombe sur ses amis qui l'emmènent précisément au banquet du banquier Taillefer, offert en l'honneur de l'ouverture d'un journal. Au cours de ce banquet, Raphaël va mettre à l'épreuve la peau en demandant au talisman de le rendre riche. Afin de vérifier l'efficacité de l'objet magique, il va en tracer les contours sur une serviette de manière à pouvoir avoir une preuve tangible suite à la réalisation de son souhait. L'extrait que nous allons commenter se situe juste après cette réalisation. L'héritage par Raphaël d'un oncle décédé il y a plusieurs mois. Rendu à toute sa raison par la brusque obéissance du sort, Raphaël étendit promptement sur la table la serviette avec laquelle il avait mesuré naguère la peau de chagrin. Sans rien écouter, il y superposa le talisman et frissonna violemment en voyant une assez grande distance entre le contour tracé sur le linge et celui de la peau. « Eh bien, qu'a-t-il donc » s'écria Taillefer. « Il a sa fortune à bon compte. » Dans cet extrait, nous avons ainsi la preuve que la peau de chagrin rétrécit. Conformément au pacte écrit en sanskrit sur le talisman, elle devient donc, de manière certaine, la représentation de sa vie. Cependant, le fait qu'elle rétrécisse, et donc que la vie de Raphaël rétrécisse avec elle, implique de facto le fait que Raphaël soit en pleine connaissance du fait qu'il va mourir et du temps qu'il lui reste à vivre. En cela, on peut bien se poser la question en quoi la peau de chagrin est-elle une modélisation du destin ? Pour répondre à cette question, je découperai mon texte en 3 mouvements. Un premier de la ligne 1 à 5, dans lequel nous allons avoir les preuves du pouvoir de la peau. Un deuxième mouvement de la ligne 6 à 12, dans lequel nous allons avoir les effets physiques sur Raphaël de cette preuve. Et enfin, un troisième mouvement de la ligne 12 à 19, dans lequel nous aurons les effets psychologiques de cette preuve sur Raphaël. Je commence ainsi le commentaire avec l'étude de mon premier mouvement qui s'ouvre par la référence à la raison, c'est-à-dire à la capacité de preuve. Dans le contexte de notre extrait, Raphaël était ivre, ici il dessoule immédiatement, mais cette référence à la raison inaugure dans le texte l'importance de la preuve, une preuve qui soit rationnelle parce qu'elle sera tangible. La mobilisation du lexique tragique avec l'idée de sort qui fait référence au destin, un sort qui lui aurait obéi sous l'effet de la peau de chagrin, assimile précisément la peau de chagrin et le destin lui-même. L'action de Raphaël, étendre promptement sur la table la serviette avec laquelle il avait mesuré naguère la peau de chagrin, va mobiliser précisément la preuve raisonnable, tangible, tout en mobilisant un lexique scientifique avec l'idée de la mesure, qui est un critère objectif. La proposition infinitive, complément circonstanciel, de manière sans rien écouter, rappelle le contexte dans lequel se situe Raphaël. Nous sommes juste après le banquet de Taillefer, tout le monde parle dans tous les sens, tout le monde se réjouit en l'occurrence de la bonne fortune de Raphaël, mais cette proposition infinitive va venir couper Raphaël du monde extérieur. Il est entièrement à sa raison, il est entièrement à l'analyse des faits. On retrouve toujours ce lexique scientifique avec cette idée de superposition à travers le mot tracé, à travers la notion de distance. Cependant, ce lexique de l'objectivité va venir être modalisé par non seulement l'adjectif antéposé, grande distance, mais adjectif qui est lui-même utilisé au superlatif absolu, une assez grande distance, qui va venir pointer du doigt la possibilité d'une méprise par Raphaël, méprise qui est propre au récit fantastique. Quoi qu'il en soit, la preuve persiste, preuve qui est matérialisée par le contour.
Dernier élément d'intérêt, l'ensemble de ce processus scientifique s'applique à un talisman qui aura justement pour but de le démystifier sans y parvenir. Je passe ainsi à la deuxième partie qui s'ouvre sur une réplique du banquier lui-même, du banquier Taillefer, une exclamation qui va venir montrer par répercussion les effets physiques de cette découverte sur Raphaël. Puisque cette exclamation, puisque le changement physique qui va se manifester dans le paragraphe à partir de la ligne 9 est déjà noté avant les lecteurs par les personnages présents, au travers du témoignage desquels le lecteur a déjà un aperçu de ces changements physiques. On peut noter dans la réplique de Taillefer une syllèbe intéressante sur fortune, puisque au sens propre, il s'agit de l'héritage que vient d'acquérir Raphaël, mais au sens figuré, le mot fortune appartient toujours, lui aussi, au champ lexical du destin, de la tragédie, ce qui appuie toujours sur cet élément tragique à l'œuvre ici. On peut noter aussi le jeu de mots. Il a sa fortune à bon compte, venant d'un banquier, d'autant plus venant d'un banquier qui a dû tuer lui-même pour devenir riche, là où Raphaël, manifestement, n'a pas eu cette nécessité. Le sort lui-même s'est chargé de tuer pour lui. La réplique de Bixiou, soutient le Châtillon, est une référence ironique, là encore, à une tragédie de Voltaire, Zahir, qui est intéressante non seulement puisque c'est une tragédie, ce qui est important par rapport au problème qui est le nôtre, mais aussi parce que c'est une réplique qui est elle-même adaptée d'une autre tragédie, en l'occurrence Polyeucte de Corneille, qui est une tragédie religieuse, là où Zahir pose précisément le problème de la relativité en termes de religion. Donc non seulement on a cette espèce d'intertexte tragique, mais aussi cette convocation de la religion qui est nécessaire dans le sort, puisque le destin est dépendant lui-même des divinités. Le constat qui suit, la joie va le tuer, fonctionne de manière ironique, puisqu'elle rappelle précisément le principe de la peau, à savoir permettre la joie par la réalisation des vœux, tout en tuant par la réduction de la vie. Donc ces deux répliques sont à comprendre dans un registre tout à fait humoristique, qui là encore est intéressant puisqu'elle appuie sur l'ironie tragique précisément, propre au destin. Arrive ainsi la description proprement dite de Raphaël. Cette description est intéressante puisque nous allons avoir une longue succession de propositions juxtaposées qui vont se résoudre dans une proposition indépendante. Seul, il voyait la mort, ce qui va constituer ce qu'on appelle une cadence mineure, c'est-à-dire une très longue phrase suivie d'une autre phrase ou proposition très courte. Cadence mineure propre justement aux éléments tristes et ici du coup tragiques. À l'intérieur de cette longue description, on peut noter un certain nombre de choses intéressantes. Premièrement, éventuellement le chiasme entre la pâleur qui dessine les muscles et les traits qui se contractent et son visage qui blanchit. Donc on a l'idée de pâleur, l'idée de raideur, contracter, blanchir. Donc on retrouve bien ici un chiasme qui va venir modéliser le fait que le personnage est enchaîné à son destin. Autre élément d'intérêt, c'est l'adjectif antéposé, l'horrible pâleur. Horrible étant l'adjectif formé sur horreur, mais horreur étant lui-même relié au vocabulaire du sacré, en tout cas dans une acception littéraire du terme. On retrouve toujours ici cette idée de religion qui innerve le texte. Et l'adjectif flétri, qui non seulement forme là encore un chiasme à travers les adjectifs antéposés et postposés, horrible pâleur, figure flétrie, mais aussi fait référence au végétal. Ce qui est flétri, c'est ce qui est fané, ce qui est sans vitalité évidemment, mais c'est aussi ce qui est sans innocence ou corrompu. Ainsi, le terme peut être lu en syllèbes, à la fois sur cette idée de corruption propre au pacte diabolique qui a été contracté par Raphaël en acceptant la peau de chagrin, mais aussi, à travers cette idée de végétal, on retrouve toujours cette ironie tragique d'un personnage qui rêve d'être une plante pour n'avoir aucun désir. C'est en tout cas ainsi que s'ouvre le chapitre 3 qui suit. Si on passe maintenant à la phrase très courte qui suit cette longue description, il voyait la mort. On peut évidemment noter avec intérêt le mot mort en majuscule pour accentuer un petit peu cette idée. On retrouve le mot voir qui est toujours interprété dans le lexique de la preuve, comme dans la ligne 1. Mais il y a ici un élément d'intérêt, c'est l'élucidation du sujet
il voyait la mort. Dans ce système, on serait obligé de considérer que ce « il » fait référence à Raphaël de Valentin, puisque regardant la peau, il voit sa propre mort, mais en convoquant la description qui précède, qui donne à Raphaël de Valentin justement la physionomie d'un cadavre, eh bien ça peut aussi être Bixiou ou Émile qui voit la mort dans les traits de Raphaël. Quelle que soit l'interprétation qu'on donne au « il », soit Raphaël qui est mort, soit Raphaël qui voit sa mort arriver, la peau de chagrin reste bel et bien une image de son destin qui est de mourir à petit feu. C'est ainsi que je passe à ma troisième et dernière partie, dans laquelle il va y avoir l'énumération des effets, cette fois-ci psychologiques, de cette révélation sur Raphaël. On peut noter dans la première phrase de cette partie plusieurs éléments intéressants. Tout d'abord, la vivante image de sa vie, comme une espèce de pléonasme, mais dont l'intérêt réside principalement dans l'usage de l'imparfait, donc un temps du passé, comme si cette vivante image de sa vie était passée, comme si sa vie était passée, ou, si on s'appuie sur l'aspect duratif de l'imparfait, était en train de s'achever. Mais surtout, et là c'est bien plus intéressant, en confrontant cette vivante image de sa vie aux trois éléments qui sont énumérés juste avant, à savoir courtisane fanée, visage rassasié et agonie de la joie, qui sont toutes précisément des éléments positifs et passés. On peut rappeler, là encore, le lien qu'il y aurait entre l'adjectif fané et l'adjectif flétri quelques lignes auparavant. Mais l'intérêt principal reste justement cette opposition entre les puissances de mort assemblées autour du banquet et que Raphaël considère comme des puissances de vie. Du coup, cette phrase résonne bien dans le parcours création et destruction. À cette énumération de trois éléments répondent les trois regards que Raphaël porte sur le talisman. Ces trois regards qui peuvent faire référence dans le contexte religieux qui est convoqué par tout le contexte haut, aux trois reniements de Saint-Pierre, d'autant qu'on est précisément le matin, après la fête. Ces trois reniements de Saint-Pierre, au terme desquels Saint-Pierre est obligé de reconnaître la vérité. Raphaël, lui aussi, est obligé de reconnaître la vérité. Le talisman a rétréci. Il se joue à l'aise dans les impitoyables lignes imprimées sur la serviette. On peut noter là encore l'usage intéressant de l'adjectif impitoyable qui appartient toujours au lexique tragique, puisque le destin est lui-même sans pitié. Les antithèses ou les paradoxes se poursuivent à travers l'idée du clair pressentiment, qui va venir ici modéliser la preuve, et à travers l'idée de doute qui ouvre et qui clôt la phrase. Il essayait de douter, ça anéantit son incrédulité. Il se réduit lui-même à son incrédulité, et son incrédulité est anéantie, de la même manière que lui est anéanti par la peau de chagrin, dont la définition donnée par l'antiquaire, le pouvoir et le vouloir réunis, va venir être rappelé ici. Le monde lui appartenait, il pouvait tout, ne voulait plus rien. On retrouve les deux verbes qui vont venir symboliser la présence, l'omniprésence de la peau, qui va venir modéliser finalement sa vie. Le texte se clôt sur une longue comparaison qui va assimiler Raphaël à un voyageur au milieu du désert. Lui-même traverse sa vie. La comparaison mettant en balance l'eau pour la soif et les désirs de Raphaël, le nombre d'égorgés et le nombre de jours qu'il peut passer. Là encore, deux éléments intéressants. C'est l'idée de désir qui va venir synthétiser le pouvoir et le vouloir réunis par la peau de chagrin et qui appuie encore l'idée que cette peau est son destin. Et enfin, la récurrence, une fois encore, du verbe voir. Il voyait la mort, il voyait ce que chaque désir devait lui coûter de jour. On a ainsi la preuve définitive que la peau de chagrin est ce qu'il désire et est ce qui va le faire mourir. En quoi la peau de chagrin est-elle une modélisation du destin ? Tout d'abord, le texte met en scène la preuve apparente, la preuve manifeste. On tomberait ainsi dans le registre du merveilleux et non plus du fantastique, quoique la forte modélisation puisse laisser le doute opérer. Cette preuve apparente, c'est que la peau est la vie de Raphaël et donc qu'elle est aussi sa mort. En ce sens, elle est bien une représentation de son destin.
De la même manière, la forte présence du lexique et des références qui relèvent de la tragédie et ou de la religion vont venir faire de Raphaël un héros tragique, et donc comme les héros tragiques, modéliser le fait qu'il est destiné à mourir. Ce destin étant inéluctable, ce que vont venir modéliser la multiplicité des chiasmes qui vont enfermer le personnage à l'intérieur du cadre de plus en plus court de ses jours. On peut noter aussi la forte modélisation humoristique, principalement dans les répliques des autres personnages, qui vont venir ici rappeler l'ironie tragique, c'est-à-dire cette impossibilité quasi comique d'échapper à la mort. Et enfin, à travers l'opposition constante entre le monde des vivants d'une part et Raphaël de d'autre part, on voit bien qu'il est lui-même déjà mort, même s'il ne le sait pas encore. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de transposer la réplique de Taillefer au discours indirect. Donc pour cela, il faut commencer tout d'abord par extraire l'élément de narration, s'écrit à Taillefer. Et puisque nous avons des types de phrases différents, eh bien nous devrons adapter nos verbes introducteurs de discours de manière à pouvoir transformer ces phrases en déclaratives uniquement. L'exclamation « eh bien » ne pourra pas être conservée. Il faudra donc la remplacer entièrement. Je propose ainsi Taillefer poussa une exclamation. Nous avons ensuite une interrogative, donc il faut adapter le verbe introducteur du discours, et demanda ce qu'il avait. La suite de la phrase, il a sa fortune à bon compte, voit disparaître sous l'effet de l'oralité le lien logique qui le rattache à la phrase précédente. Il faut donc le rétablir. Ici, il s'agit d'un lien de causalité. Il demanda ce qu'il avait, puisqu'il avait sa fortune à bon compte. Il faudra donc aussi changer le temps des verbes qui sont ici au présent, et il faudra les passer au temps du récit. Cela nous donnera donc la phrase suivante. Taillefer poussa une exclamation et demanda ce qu'il avait, puisqu'il avait sa fortune à si bon compte.